Donc si cette théorie est bonne, ça sous-entend, étant donné qu'il a décomposé son livre en 3 parties, mais celle qui est très intéressante, c'est celle où il vient glisser l'évocation en lien avec l'Angleterre et ses 300 ans. Parce qu'il précise une période donc de 300 ans et plus, disons. Ouais, Mais il évoque 300 ans. tout à fait. Donc la 3e partie de sa trilogie est composée précisément de 3 chapitres. Donc, par équivalence, selon ma théorie, de 3 siècles. Et en conclusion, en dernier quatrain, il précise de 300 ans et plus. Donc il évoque 300 ans. Donc ça crée une corrélation. Donc si le dernier quatrain venait à jouer un rôle conclusif de sa trame temporelle, il le fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que non seulement à l'intérieur, il va y avoir la preuve. Tiens, j'ouvre au hasard, là, je suis tombé là-dessus. Les hasards, voilà. Alors, Century, second millénaire. Donc moi j'ai décomposé. Donc j'ai voulu expliquer selon ce schéma. Donc j'ai présenté les 10 chapitres. Et la 3e partie éditée, en fait, comprend 3 chapitres. Au dernier quatrain de la 3e partie, il évoque l'Angleterre et ses 300 ans. Donc, par juxtaposition, cette période-là débuterait en 1701 pour se terminer en 2000. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui vient ici conclure? Le fait que l'Angleterre a été l'empire le plus important pendant 300 ans. Oui. Et c'est exactement ce qui a eu lieu pendant cette période-là. Donc c'est un élément de plus relativement intéressant. Tout à fait. C'est un élément de preuve dans la preuve. Là. Tout à fait. Et on se rend compte que ça repose en fait sur des constructions cryptologiques relativement simples, en définitive. Il suffit de procéder, en définitive, Nostradamus est de ce courant alchimique au XVIe siècle. Donc quelque part, c'est comme s'il nous invitait en fait à opérer à travers ces textes comme un alchimiste. Un alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il a un élément, voilà, ici, relativement composite. Et son but, ça va être en définitive de mener tout un travail pour en récupérer le substrat. Tout à fait. D'où une de mes théories qui consiste à dire que les quatrains, dans leur immense majorité, sont des leurres. Exactement. Et alors, selon toi, en termes de pourcentage, ça représenterait. Alors, ils sont des leurres. Une grande majorité. Ça tout à fait. Quel pourcentage? Alors, ils sont des leurres, mais cependant, ils sont une atmosphère. Ils sont un décor. Et dans ce décor, on peut y capter un certain nombre en fait, d'idées que distille Nostradamus. Ces idées-là, elles ont un rapport souvent lié à des conflits donc, étatiques, voire même à des conflits idéologiques. Donc c'est dans ce décor qu'on peut puiser un peu le substrat aussi de sa pensée. Est-ce qu'il y a une logique dans ces quatrains qui sont des leurs? C'est-à-dire est-ce qu'on peut savoir d'avance par rapport à une logique qui l'aurait suivi où sont les quatrains qui sont des leurs? Ou est-ce qu'il y a un moyen de repérer ces leurs, mais de façon probante également? Voilà. Alors, je prendrai la chose par un autre bout. Quels sont les quatrains qui sont importants? Mais ça rejoint la même chose. Et où sont-ils placés? Voilà. Est-ce qu'il y a une logique? Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a une logique dans tout ça, au niveau de la structure même. Alors, selon moi, la logique va reposer sur des mots-clés. Des mots-clés qui vont être présents dans la lettre à César, des mots-clés qui vont être présents dans les quatrains, qui vont être présents dans la lettre à Henri II.
Dans la lettre, pas Henri II, à Henri, roi de France II, pardon. D'accord. Et également, dans des documents qui n'ont, à ma connaissance, pas accroché l'attention des chercheurs jusqu'à maintenant, qui sont des documents qui publient après ces fameuses prophéties. Ces documents sont constitués d'une lettre qu'il publie quelques mois avant sa mort, qui est une lettre en définitive très modeste, infime. Et je peux comprendre parce qu'à l'intérieur, le contenu ne paraît pas nous éclairer en quoi que ce soit d'interpellant, qu'elle n'ait pas accroché l'attention des chercheurs. Donc ça, c'est ce qu'il publie. Sauf que ça pourrait être une sorte de mode d'emploi de son code. Ça, c'est astronomique. C'est astronomique. Ce qu'il a codé là-dedans, c'est monumental. Moi, j'ai débuté en fait l'entrée dans le code de Nostradamus par le décodage de la lettre à la reine, mère du roi, et par la lettre au pape qu'il publie en 1562 au sein d'un de ses calendriers, comme il avait l'habitude de le faire. Et ce sont des... Il faisait des calendriers? Oui, ce serait trop long de se répandre là-dessus, c'est un autre sujet. C'est intéressant, comme on parle d'agenda. Oui, tout à fait. Et de calendriers millénaires, là... Voilà, il faisait des calendriers qui n'ont pas été probants selon la plupart des exégètes. Et une lettre donc au pape. Une lettre au pape. Donc, en m'intéressant au sujet, je me suis rapidement procuré tout ce qui existait donc, en matière de librairie, de réédition de ces documents. Et en parcourant rapidement la lettre au pape et la lettre à la reine, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui semblaient être le début d'un code également. Dans les deux documents, et j'ai trouvé des mots-clés ici, qu'on retrouvait. Tu peux nous donner un exemple de mots-clés? Ah, oui, il y en a un exemple. Il y a un exemple, en fait, qui a trait à une situation propre au futur, au devenir de la France. Et ce mot-clé, cette formule clé, en définitive, elle se caractérise par quelques mots très positifs, disons, et qui sont paix, amour, union et concorde. Paix, amour, union et concorde. Ça, il faut croire que c'était son objectif à positionner dans un temps futur. Ça fait penser un peu à liberté, égalité, fraternité, non? Oui, ce sont les prémices, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des termes qu'on va retrouver dans toutes ces catégories en fait d'écriture. Lettre à César, quatrain, lettre au roi, lettre au pape, lettre à la reine. Tout à fait. Et ces trois mots-clés que tu viens de donner, concorde... Il suffit d'aller chercher dans les quatrains où est-ce qu'on les trouve, par exemple. Extra. Et le contenu du quatrain détient peut-être un élément supplémentaire. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. C'est un beau jeu de piste, en tout cas. Ce n'est que ça. Alors, tu parlais des trois mots, par exemple, les trois mots dont tu donnais, pour exemple, qui seraient liés à la France, là, pour le coup. Concorde. Paix, amour, union et concorde. Union et concorde. Un terme qui revient de plus en plus dans la parole du présent de nos jours. Oui, absolument. Et... J'ai été surpris de l'avènement à nouveau du mot concorde. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Et donc tu t'es amusé à rechercher ces mots-là? Forcément, oui. À travers les quatrains. Et il y en a d'autres, je suppose. Il y en a d'autres, tout à fait. Voilà, cela nous amène dans d'autres pistes. Oui. Voilà, là, mais pourquoi, par exemple, ces quatre mots-là que tu viens de nous donner concernant la France, pourquoi est-ce qu'ils t'ont apparu comme étant potentiellement des clés? Alors, très bonne question. En définitive, tout à l'heure, j'ai commencé à évoquer la piste du second millénaire, codée sous sa structure principale. Mais ça posait forcément une question. Comment prolonger
cette temporalité-là? Est-ce que quelque chose permettrait de déborder en définitive du second millénaire? Parce que progressivement, donc, j'arrivais à des dates butoirs à chaque fois. Comment les prolonger? Comment s'y serait-il pris pour sortir de ce cadre-là? Lorsque je me suis penché sur les documents parallèles, il y a 20 ans de ça, donc j'en ai déduit qu'il y avait une année clé de codé. Alors c'est curieux ce que je vais dire là, qui était l'année 2017. Ah. Alors, explique-nous. Il y a 20 ans de ça. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans de ça. Donc là, on y arrive. Voilà. Il y a 20 ans de ça, ça n'avait pas trop de sens. Puis j'ai laissé ça de côté et en fait, mon objectif a consisté à trouver les indices qui auraient pu en fait greffer des années supplémentaires à ce bloc du second millénaire. Et ces indices supplémentaires, j'allais en définitive les trouver de façon fort logique. Il a composé 10 centuries, équivalent de 2 millénaires, du deuxième millénaire, d'accord? Ok, on arrive à l'an 2000. Oui. Ensuite, il a publié ceci. Il a terminé par ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Oui. Donc, si on est dans une certaine logique progressive et structurelle, ceci viendrait compléter ceci, et ceci le compléter ou le renforcer. D'accord. Et on arriverait à... On arriverait. Alors, il y a une théorie depuis très longtemps qui repose sur un quatrain qui nous laisse en fait sous-entendre que ces écrits, alors contrairement à ce qu'il dit dans la lettre à son fils, où il lui souhaite de trouver le code qu'il ne trouve pas apparemment, que ces écrits seraient en définitive compris 500 ans après lui. D'accord. Donc 500 ans après lui, certains font débuter ces 500 ans au moment de la naissance du personnage. Donc il naît en 1503, ça nous porte en 2003, mais en 2003, rien n'est venu apporter un éclairage conséquent pour tout un chacun. D'autres font débuter ça au moment de sa mort, donc 500 ans après, ça porte en 2065. Bon, moi, j'aimais la théorie que, étant donné qu'il a écrit ce quatrain en 1557, ça porterait un peu plus tôt, en 2057 ou 56. Donc ça sous-entend, qu'il savait à quel moment seraient compris ces textes, et qu'il a potentiellement codé quelque chose qui va au plus jusqu'en 2550, jusqu'en 2055, grosso modo. 2557. Pardon, 2055, grosso modo. 55. Donc, par rapport à l'année 2017, c'est une année charnière, une année importante? Ça va être une année charnière parce qu'il va s'évertuer à coder deux nombres clés, partout. D'accord, sur ce... Qui sont les nombres 17 et 22. Ah, d'accord, à travers les centuries. Partout. Le nombre 22 a déjà été découvert par un chercheur qui s'appelle Daniel Rousseau, il y a quelques décennies, qui a décodé son testament. Et il a été donc surpris de la façon dont il jouait avec ce nombre, qu'il dissimulait de différentes façons. Mais il n'a pas compris, à mon sens, l'usage qui pouvait en être fait. Parce que pour comprendre l'usage qui pouvait en être fait, il fallait en fait passer au crible les deux documents annexes. Qui apportent les mots-clés? 22, 17, 22, partout. D'accord. D'accord. Et 17 que l'on retrouve également dans son testament, 22 que l'on retrouve également dans son testament. Je l'explique de façon détaillée donc, dans mon livre.
Et ce qui, à mon sens, permettrait en fait de déborder le second millénaire avec au moins 2 années clés qui sont l'année 2017 et 2022. Alors ça, ce sont des hypothèses. Mais j'ai trouvé en fait la façon dont il s'y est pris pour imbriquer en fait l'ensemble. Peux-tu nous... Et là, c'est arithmétique. Si c'est arithmétique, je pense que les gens se référeront plutôt à ton livre ou à tes prochains livres. Là, dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans des concepts un peu trop compliqués à suivre en audio. Par contre, il y a beaucoup de spécialistes, d'experts de Nostradamus qui disent que beaucoup de ces quatrains concernent le XXe siècle et notamment la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux confirmer ça? C'est exact et c'est leur cheval de bataille essentiel en ce moment, qui à mon sens est justifié. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de date dans ces textes qui font référence à cette période-là. Mais ils en sont persuadés pour une raison principale. Ça, c'est mes déductions, pour avoir étudié donc notamment la très longue lettre au roi. Parce que la très longue lettre au roi, en définitive, regroupe en fait une accumulation de conflits entre nations, entre continents, qui, jusqu'à cette époque-là, n'avaient pas eu lieu sous cette forme-là. Et ce qui me permet, à mon sens, d'étayer ce point particulier, que la lettre au roi est dans sa majorité consacrée au XXe siècle, à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale, c'est un élément clé, historique. Cet élément clé, c'est qu'il mentionne souvent, dans cette très longue lettre, qui serait soi-disant une chronologie. Mais à un moment donné, sur la fin, il fait comprendre qu'il met les choses de façon un peu confuse. Donc il y a encore un ordre à trouver. D'accord ? Il y a un élément historique clé qui s'est révélé en fait pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qui corrobore tout à fait ce que Nostradamus prétend, c'est qu'à un moment donné, il dit que des nations occidentales seront alliées aux orientaux contre d'autres nations occidentales. Ce qu'il entend à l'époque par orientaux, c'est l'Empire ottoman. C'est clair. C'est ainsi qu'il était qualifié. À cette époque-là, c'était un danger. Voilà, il y avait donc deux guerres récurrentes. Il annonce une chose pareille. Voilà. Et c'est une chose qu'on va remarquer en 14-18. Exactement, c'est en 14-18 où en fait l'Allemagne s'allie avec l'Empire ottoman, avec la Turquie, pour créer un troisième front. Exact. Et c'est ce qui fait rentrer la guerre dans une dimension supplémentaire. Ouais. Et à la sortie de la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne et l'Empire ottoman qui seront les deux grands perdants de ce conflit absurde. Tout à fait. D'accord. En apportant c'est une sorte de génocide en réalité du peuple européen. Voilà. On peut parler vraiment d'un véritable génocide de la part des États sur leur propre peuple. Exactement. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il y aurait matière à... C'est condamnable. C'est condamnable. À condamner. Et à demander, et que les réparation. familles demandent réparation. On pourrait le faire également. C'est clair. Donc cet élément-là, qui a eu lieu autant pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale, où ce qui restait de l'Empire ottoman, donc la Turquie, c'est une fois de plus allié avec l'Allemagne. Donc ça rentre également dans le cas de figure qu'évoque Nostradamus. Tout à fait. Et cette lettre au roi, elle est partie prenante justement de ce bloc que je désigne moi comme le second millénaire. Comme l'agenda millénaire de Nostradamus. C'est la porte d'entrée. Cet agenda millénaire est la porte d'entrée. Il contient suffisamment de choses pour déjà être un peu estomaqué lorsqu'on est un sceptique en analysant ces textes de cette façon-là. Alors juste permets-moi, bien sûr. Parce que tout à l'heure je disais que les opposants du personnage rétorquent à ses partisans par rapport à cette période du XXe siècle, Première et Seconde Guerre mondiale, que Nostradamus n'a pas précisé de date. Or, dans mes décodages, je trouve dans la lettre au roi
toutes les dates précises par rapport au second conflit mondial essentiellement. D'accord. Donc il va concentrer, j'en fais la démonstration, de façon très judicieuse et relativement simple aussi à comprendre, des dates qui sont comprises justement dans cette période-là. D'accord. Ce sont des dates que j'expose donc à la fin de mon livre, où je vais en définitive résumer toutes les dates qu'il dissimule. Qui sont présentes, dissimulées Et comment codées. et pourquoi. Très bien. Donc, les partisans ont sûrement raison, historiens, puisque j'arrive en fait dans un bloc qui se regroupe, qui se concentre de 1936, qui à mon sens est le début de la Seconde Guerre mondiale avec la guerre civile en Espagne, jusqu'en 1952. Et c'est un bloc très concentré dans cette période-là. Et après, il y a un autre bloc qui est pour les temps que l'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est pas par hasard où ça arrive dans ces fascicules, dans ces lettres supplémentaires, parce qu'elles concernent justement la fin de son calendrier. Donc le code existe. Le code existe. Le code existe. Il est d'une logique et que tu implacable. Que tu démontres à travers ton livre. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement, parce que c'est le moment de conclure, José, que tu nous parles un peu de cette image d'Épinal qu'on a de Nostradamus, regardant l'avenir dans une marmite pleine d'eau qu'il tourne avec une feuille d'olivier, avec un brin d'olivier, je crois, enfin peu importe. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire rapidement? Rapidement. D'ailleurs, il y a un documentaire tout récent qui vient de paraître là, qui est diffusé, je ne sais pas si je peux citer la chaîne sur RMC Découverte, un documentaire anglo-saxon qui s'appelle Nostradamus et les prophéties révélées. Un chercheur américain a mené des recherches, mais qui à mon sens ne sont pas très concluantes. Elles valent le fait d'exister, ce qui est une pierre de plus à cet édifice curieux. Et on représente à chaque fois, comme dans les documentaires précédents, comme dans des livres précédents, Nostradamus avec sa marmite. Nostradamus avec une vasque remplie d'eau, avec à la main une baguette ou une terminaison de branche qui va remuer la surface de l'eau et qui va avoir des visions dans cette onde-là. D'accord. Alors, c'est là où le livre agit de façon vraiment étrange par rapport aux chercheurs, qu'ils soient partisans ou opposants. C'est-à-dire que cette interprétation repose sur le deuxième quatrain de la première centurie. Le premier quatrain, il nous dépeint un personnage qui est en train d'étudier dans une officine pendant la nuit, pendant une étude secrète, et qui va proférer des choses qui ne sont pas à croire vaines. Ça, c'est le premier quatrain. Le second, ceux sur lesquels se reposent les spécialistes pour dire que c'est en définitive sa méthode divinatoire, nous dit quelque chose de très difficilement compréhensible. Il nous dit la verge à main mise, la baguette, supposons, au milieu de branches, de l'onde il moule et le limbe et le pied, une peur et une voix frémissent par ses manches, splendeur divine, le divin pré-sacié. Donc ça, parce qu'il y a le terme branche, baguette, onde, mouler quelque chose, une réaction divine, splendeur divine, voilà. En réalité, ce que toi tu as remarqué dans ce quatrain, alors c'est quelque chose d'absolument simple, basique à voir. Élémentaire. Donc, ils prétendent que ce serait Nostradamus qui serait en train de se dépeindre lui-même. Or, on trouve dans le quatrain le pronom personnel « il ». Donc ça sous-entend Troisième personne. Du singulier. Donc plutôt, on pourrait penser qu'il parle plutôt de quelqu'un d'autre. Par contre... sinon, il aurait écrit « je ». Absolument. Et pourtant, ça fait 450 ans, et encore aujourd'hui, que les spécialistes évoquent ce quatrain pour prétendre que Nostradamus est en train de se décrire alors qu'il parle de quelqu'un d'autre, puisqu'il emploie « il » et non pas « je ». Alors qu'il existe un autre quatrain donc, où il explique en fait que... Ou c'est même pas dans un quatrain, c'est dans la lettre, où il donne plutôt un autre vision mode opératoire. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en parler rapidement également? Alors, dans la lettre à César, en fait, il s'ouvre personnellement. Il explique, ce qu'est pour lui un prophète. Un prophète est quelqu'un qui reçoit une connaissance supranaturelle par une émanation qualifiée de divine. Moi, je dirais supranaturelle. Voilà. La connaissance d'un futur. Donc ça sous-entend qu'il y aurait une intervention de l'invisible là.
Mais je crois que depuis la nuit des temps, moi depuis que je suis rentré dans ce sujet, que je me suis intéressé notamment au sujet d'apparition à Lourdes, à la Salette, au Portugal, à Fatima, etc., etc. Il y a de toute évidence quelque chose d'insaisissable, d'inqualifiable, et qui prend parfois l'apparence en fait d'une iconographie religieuse. Alors pour le courant chrétien, ça va être les apparitions de femmes lumineuses qui ressemblent étrangement à l'imagerie de la Vierge commune, disons. Donc en te référant à cette lettre, tu penses plutôt à une sorte d'apparition, ou en tout cas d'intervention invisible, extérieure, qui aurait donné cette sorte de plan à Nostradamus. Tout laisse entendre dans différents passages de cette lettre en fait, qui reçoit en fait ces révélations sous cette forme-là. Et cette forme-là ne déroge pas aux croyances séculaires de certains courants théologiques. Oui. Et donc il n'est pas dans un rite païen tel qu'on veut le présenter comme un sorcier sorti de je ne sais où. Et cette part de l'invisible dans ton enquête, comment tu la ressens toi-même dans ces découvertes que tu fais? La question est délicate. Parce qu'à mon sens, je veux croire que c'est le cas pour tous ceux qui ont eu à se pencher et sur ce sujet et sur des sujets un peu équivalents. C'est comme si à un certain moment, il y avait une capacité subite, une prédisposition subtile, parfois incontrôlable, parfois incompréhensible, qui, par des choses qui peuvent être de l'ordre de l'infime, qui pourraient sous-entendre que cet ouvrage est en connexion avec quelque chose de parallèle à nous, qui va complètement à l'encontre de mon approche des choses rationalistes. Ça a été une aventure de 20 ans maintenant, qui s'est faite par étapes. J'avoue que j'ai attendu un peu d'être le plus proche possible de dates clés pour voir comment certaines choses allaient se configurer de façon globale, disons. Et éventuellement confirmer certaines étapes des découvertes que tu avais fait auparavant. Oui, donc j'ai laissé le temps au temps pour voir comment les choses allaient se configurer, parce que dès le départ, j'avais mis le doigt sur des clés, des codes, des corrélations. Tu voulais avoir confirmation déjà de certains éléments. Voilà. Consciemment ou inconsciemment, j'ai laissé le temps au temps pour voir comment l'avenir allait se configurer. Et curieusement, allait te donner raison. Curieusement, il allait aller dans le sens de mes découvertes structurelles et positionnelles des écrits du personnage. C'est ce qui augmente sa curiosité. Alors, ça va totalement à l'encontre de mon approche rationnelle des choses, puisque j'essaie de m'en tenir en permanence à ça. Mais c'est présent, c'est une aventure de vie, pas commune. Et le personnage a fini donc par me devenir familier. C'est devenu presque un proche. Non pas qu'il soit palpable, mais si c'est bien son code que j'ai décrypté, c'est une aventure de vie pas commune. C'est clair. Ou tout au moins un chapitre de vie pas commun. En tout cas, tu as démontré que il avait dit pas mal de choses qui se sont avérées. Moi, dans Top Secret, on a cette notion de blackout, de cycle de bilan, etc. Et c'est vrai que le nom de Nostradamus, Michel de Notre-Dame, quand même me semble assez symbolique, assez emblématique. Ça fait penser à Jeanne d'Arc, par exemple, qui va reprendre le terme d'Arc. Et c'est à se demander s'il ne s'agit pas en réalité d'égrégores invisible, tout ça, si ce ne serait pas en fait des jalons de début de cycle de 1000 ans, qui seraient là pour nous indiquer des éléments, des étapes de ces cycles de bilan jusqu'à leur achèvement.
Mais bon, c'est encore une autre hypothèse, c'est encore rentrer dans d'autres considérations et c'est pas du tout, c'est pas vraiment ton propos. Par contre, donc tu as vraiment démontré que il avait dit des vérités. Et par rapport à ça, donc quelle serait en conclusion la réflexion que tu pourrais nous donner? Normalement, après le résultat de mes recherches, moi au jour d'aujourd'hui, j'ai pas tout exposé forcément lors de cette interview, parce que ça laisserait sous-entendre que j'aurais été amené à parler de ce qu'il aurait pu présager par rapport à un présent qui nous est très proche. Et il y a matière. Mais ça, le temps le dira, disons. Mais la question, en définitive, qui se pose, elle repose sur son introduction, puisque dans la lettre à César, il va d'abord l'informer que le monde connaîtra un cataclysme géologique planétaire assez inquiétant, en somme, puisqu'il prend le temps de le décrire, point par point. Et dans sa description, j'ai eu l'impression en le lisant qu'il connaissait des effets géologiques qu'à mon sens on ne retrouve pas dans d'autres prédictions passées qui pourraient traiter de ces sujets un peu cataclysmiques, disons. Donc, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est si il ne s'est pas trompé sur ces éléments clés, si mon décodage du code vient positionner son calendrier secret et qui vient confirmer les événements, pourquoi se serait-il trompé sur ce fameux cataclysme géologique et où le positionne-t-il? Ce qui rejoint parfaitement la notion chère à Top Secret et qu'on défend depuis longtemps des cycles de 1000 ans avec la mise à jour de la mémoire de l'humanité à travers des cataclysmes à répétition qui surviendraient donc tous les 1000 ans, à l'image de ce calendrier secret que tu as découvert dans l'œuvre de Michel de Notre-Dame. Alors moi, personnellement, avec le recul, je préfère avoir un regard positif sur ce chapitre-là également. Et j'estime, comme le prétend le personnage, qu'au bout de 500 ans, ces écrits seront donc compris. De tête, je crois que c'est précisé dans le 94e quatrain de la 3e centurie, au risque de me tromper. Ça sous-entend que si quelque chose venait à faire qui donnait sens et vérité aux écrits du personnage, selon le calendrier, je pense à ce moment-là que l'humanité sera rentrée dans une avancée technologique et intellectuelle suffisante pour pouvoir contrecarrer le jour venu ce qu'il présage de moins glorieux. Eh bien, écoute, c'est sur ce message d'espoir, en tout cas, et c'est très important, c'est sur ce message d'espoir pour l'humanité que nous allons conclure. Merci beaucoup, José. Merci. Merci Rob, merci à toi, ça a été un plaisir. C'est un plaisir de... Toi, à Sofiane également. J'aurais pas eu le temps de parler du lien qui, à mon sens, unit Nostradamus, ses écrits, et la Bessonnière, et ce qu'il a tenté de graver donc à Rennes-le-Château, qui à mon sens rejoint complètement l'œuvre du personnage. Merci. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Avec grand plaisir, merci José, à bientôt. Merci Sofiane.